Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Faugère, je suis professeur d'économie et de finance. Bienvenue dans cette deuxième leçon du cours La monnaie reconsidérée. Qu'est-ce que la monnaie? La création monétaire, les explications classiques. Tout d'abord, examinons certaines des croyances populaires qui existent. La plupart des gens pensent que la monnaie est constituée principalement de billets et des pièces en circulation dans l'économie et que la monnaie est créée par le gouvernement, ou dans notre cas, par l'Europe. Ces deux idées, ces deux conceptions sont incorrectes. Voyons ce qui se passe au niveau des agrégats monétaires qui sont mesurés par les économistes. Tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle la masse monétaire M0 ou la base monétaire qui est constituée de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque, et des pièces de monnaie qui s'appellent la monnaie divisionnaire. Donc effectivement, dans ce cas-là, la définition populaire coïncide avec cet agrégat ou la base monétaire. Mais ce n'est pas simplement la seule mesure de la quantité de monnaie en circulation. En fait, nous avons d'autres agrégats, plus élargis. Le deuxième agrégat est M1. M1 est la base monétaire plus l'ensemble des dépôts à vue des agents économiques, qui sont les agents économiques, les particuliers, les consommateurs et les entreprises. Ce sont des dépôts qui constituent en quelque sorte des comptes bancaires que ces agents ont auprès des banques. M2 est un agrégat encore plus élargi qui est constitué de M1 plus certains dépôts à terme voulant dire que ce sont des dépôts qui sont rémunérés et qui ont une maturité de moins de 2 ans. M3 est constitué de M2 plus des instruments, on va dire, monétaires à court terme, comme des lettres de créance à court terme, ou alors, on va dire, des bons, des obligations de gouvernement à court terme. Ces agrégats, de plus en plus grands, constituent ce qu'on appelle la masse monétaire. Donc, en avril 2017, la mesure de la masse monétaire en Europe, vous pouvez voir sur ce graphique les différents montants en milliards d'euros, et la masse monétaire, la base monétaire, coïncidait à peu près à 2550 milliards d'euros. La masse monétaire M1, elle, constituait à peu près 7436 milliards d'euros, ce qui est 3 fois plus important que la base monétaire. Historiquement, dans les États, nous avons deux institutions qui jouent des rôles complémentaires. Nous avons la Banque centrale. Les banques centrales, aujourd'hui, dans nos économies modernes, ont le monopole de l'émission de la monnaie, le contrôle de la monnaie, et en particulier de la monnaie M0, de la base monétaire. Par contre, les trésors publics sont des institutions d'État qui collectent les impôts et émettent de la dette pour financer les dépenses publiques. Il est intéressant de noter qu'en 1921, aux États-Unis, une loi est passée qui transfère le pouvoir d'émission de la monnaie des mains du Trésor public entre les mains de la Federal Reserve, qui est la banque centrale américaine. Il est aussi intéressant de noter que la Banque centrale américaine, la Fed, est une institution privée et non pas une institution du gouvernement, et donc est en quelque sorte possédée par un groupe d'investisseurs, un groupe de banques privées. Nous allons examiner maintenant la question du rôle du secteur financier dans la création monétaire. La création monétaire, par cela, nous voulons dire
comment est-ce que la monnaie est émise dans l'économie, comment est-ce qu'elle apparaît dans l'économie, comment est-ce qu'elle est mise en circulation dans l'économie. Nous allons examiner deux versions d'explication de cette création monétaire qui sont mises en avant par les économistes. La première explication, c'est que le secteur bancaire est un intermédiaire. Et la deuxième, c'est que les banques font partie d'un système qui s'appelle le système de création monétaire par réserve fractionnaire. Donc, voyons tour à tour ces deux explications. La première explication, c'est que les banques sont des intermédiaires. Cette explication se fonde sur ce qu'on appelle la théorie des fonds prêtables, dans laquelle les banques sont des intermédiaires financiers. Les banques ne créent pas de la monnaie dans cette théorie, mais par contre, elles sont des intermédiaires qui vont en quelque sorte servir de passerelle entre les épargnants et les investisseurs. Donc d'un côté, nous avons l'épargne et les épargnants. De l'autre, nous avons les investisseurs et les banques servent d'intermédiaires entre les deux. Les banques, en quelque sorte, canalisent les fonds des épargnants vers des projets d'investissement. La théorie dit qu'en quelque sorte, les banques sont capables de filtrer les fonds vers les projets les plus, on va dire, les plus viables en termes de risque et en termes d'aptitude à délivrer un résultat final, financier. Donc, les banques, en quelque sorte, acheminent l'épargne vers les investisseurs. Nous avons aussi la finance directe qui pourrait être comprise comme les marchés boursiers, les marchés obligataires, où les emprunteurs, les investisseurs lèvent des fonds directement en faisant appel directement à l'épargne qui est ambiante, l'épargne des populaires des nations. Le seul problème avec cette explication du secteur bancaire comme étant un intermédiaire, c'est qu'elle n'est pas correcte. En fait, la réalité est autre. Et on va expliquer dans quelle mesure la réalité est autre. Les banques ne sont pas strictement des intermédiaires, alors elles peuvent servir de fonction pour atténuer le risque et donc en quelque sorte rendre un service aux épargnants pour détecter les investisseurs et les projets qui sont plus risqués que d'autres, mais ce n'est pas la caractéristique principale des banques. Par contre, d'autres institutions comme les fonds d'investissement, l'assurance vie, les plateformes de financement par la foule, par exemple, eux sont purement des intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils acheminent l'épargne vers les investisseurs. Donc voyons l'explication numéro 2 qui est ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire. Dans cette théorie-là, les banques commerciales n'ont pas le pouvoir individuellement de créer de la monnaie, d'émettre de la monnaie, mais collectivement, eh bien, au niveau agrégé, elles l'ont. Donc voyons comment cela se passe. Cette version est plus près de la réalité car la réglementation bancaire dans toutes les nations développées et même dans les pays qui ont des systèmes bancaires internationaux fait que les gouvernements autorisent les banques à émettre du crédit, qui, on va le voir, est une forme de monnaie, à émettre du crédit en multiples de leurs réserves liquides ou leurs réserves de cash.
empiriquement, on voit bien que les agrégats monétaires comme M1 et M2 sont principalement constitués des dépôts bancaires, des particuliers et des entreprises. Donc, ceci étant comptabilisé comme étant la monnaie, la majeure partie de la monnaie provient en quelque sorte des dépôts bancaires qui sont créés par l'interaction entre les agents économiques et les banques. Donc prenons un exemple de création monétaire et imaginons que nous avons une banque, un système bancaire dans lequel les banques doivent respecter un ratio de réserve égal à 10%. Ce qui veut dire que le montant du cash qu'elles ont ne doit pas être inférieur à 10% de la valeur des comptes clients qu'elles ont. Voyons plus précisément cet exemple. Donc imaginons une banque numéro 1 qui est une banque commerciale qui doit maintenir un ratio de réserve égal à 10% des comptes clients. Un apport de 100 € se produit. Donc nous avons le bilan bancaire, du côté gauche les actifs, du côté droit le passif. Sur les actifs, nous comptons les liquidités, le cash que les banques ont à l'actif et aussi les prêts qu'elles font aux clients. Au passif, eh bien, elles ont reçu des dépôts de la part des clients, donc en quelque sorte, elles doivent, on va dire, elles doivent cet argent, c'est une dette potentielle qu'elles doivent rendre aux clients si les clients le demandent. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le système bancaire actuel, une fois que vous avez déposé votre argent à la banque, en quelque sorte, il ne vous appartient plus. C'est-à-dire que la banque considère cet argent comme une dette, mais peut faire défaut sur cette dette. Et donc, en quelque sorte, cet argent peut ne pas vous revenir si jamais la banque fait faillite. Mais allons plus loin. Donc nous avons cet apport de 100 € qui se produit. Donc la banque reçoit un dépôt de cash et l'actif et le passif sont tous les deux affectés. La banque peut maintenant octroyer plus de prêts. Pourquoi? Parce qu'avec cet influx de cash, son ratio de réserve est maintenant supérieur à 10%. Vous pouvez voir que avant cet influx de cash, le ratio de réserve, c'est-à-dire le montant de cash divisé par le montant des comptes, était égal exactement à 10%. Maintenant, elle a un peu plus de cash, donc elle peut prêter. Elle octroie un prêt au client numéro 1. Combien d'argent lui prête-t-elle? Eh bien, 90 €, c'est le montant maximum. Pourquoi? Parce qu'avec 90 €, la banque peut conserver 10 € en cash, et les 10 € en cash vont lui permettre de respecter ce ratio de réserve requis qui est maintenu à 10%. Donc, elle doit garder 10 € en réserve en cash, mais elle peut prêter, la banque, 90 € à un client. Ce client va recevoir cet argent, ce cash, et va devoir, bien sûr, ces 90 € à la banque, qui est la valeur de l'emprunt. À la fin, la banque, en quelque sorte, a créé 90 € parce que cette monnaie va circuler dans l'économie. Cette monnaie n'était pas là, cet argent n'était pas là auparavant, mais il devient entre les mains de client 1, il devient de l'argent que le client 1 n'avait pas et qui va circuler. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que la banque elle-même n'est pas capable ou n'a pas entrepris d'élargir, d'augmenter la taille de son bilan. Nous voyons bien que la taille du bilan reste à 10 100 € et les 10 100 € proviennent de ce qu'elle avait déjà accumulé en compte, en actif et en passif, avec les 100 € qui lui ont été déposés initialement. Les 90 € ne lui permettent pas d'accroître son bilan.
C'est une remarque assez pertinente pour la suite. Donc voyons maintenant ce qui se passe avec ces 90 €. Donc nous avons un deuxième tour. Au deuxième tour, ça va concerner la banque numéro 2. La banque numéro 2 est aussi une banque commerciale qui doit conserver les mêmes ratios de réserve. Un apport de 90 € se fait dans cette banque. Elle reçoit un dépôt qui vient d'où? Du client numéro 1. Pourquoi? Parce que le client numéro 1, en quelque sorte, peut-être a fait une dépense. Alors, ça ne vient pas nécessairement du client numéro 1 lui-même, mais ça vient du fait que le client numéro 1 dépense cet argent, et cet argent est donc déposé par la personne qui reçoit cet argent en contrepartie d'un service octroyé à client numéro 1. Donc, pour simplifier, on va dire que ça vient du client 1, mais en fait, ça vient d'une transaction que le client numéro 1 aurait fait avec un autre parti. Donc, nous avons cet apport de 90 €. Et donc, la banque numéro 2 va maintenant octroyer un autre prêt à un client numéro 2. Combien? De combien est le montant du prêt? De 81 €. Encore une fois, la raison pour prêter seulement 81 €, c'est que la banque doit conserver 9 € de cash pour encore maintenir son ratio de réserve. Et donc, les prêts vont augmenter de 81 €, le cash va augmenter de 9 €, et à la fin, elle a créé 81 € de monnaie supplémentaire. Encore une fois, le bilan, la taille du bilan ne change pas. Elle change initialement parce qu'il y a cet apport de 90 €, mais le fait qu'elle crée 81 € de monnaie supplémentaire ne lui permet pas d'accroître les actifs et les passifs. Donc cette création monétaire qui vient d'elle ne change pas son bilan. Par contre, si nous regardons au niveau du système, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que à chaque tour, en partant de l'influx de monnaie initiale, qui est de 100 €, la banque numéro 1 a créé 90 €, la banque numéro 2 81 €, et ainsi de suite, ad infinitum. Et si on fait la somme du total de toutes ces créations successives de monnaie, eh bien on arrive à un total qui est égal à 1000 €. Donc 1000 €, on peut le calculer, il y a une formule simple qui est calculée en utilisant le montant initial de 100 € et en le divisant par le ratio de réserve requise de 10%, et on a abouti à 1000 €. Donc 1000 €, c'est le montant total en circulation en comptant le dépôt initial à la banque numéro 1. Mais si on veut connaître le montant créé net, eh bien on soustrait les 100 € initiaux, donc ça fait 900 € de monnaie créée au total. La mesure 1 sur R, R étant le ratio de réserve, s'appelle le multiplicateur de la monnaie, et ici il est égal à 10. Donc ce qui est important à souligner, c'est qu'aucune banque n'a pu étendre et accroître son bilan sans apport de cash extérieur. Mais collectivement, le système a pu créer 900 € de monnaie nette. On voit qu'en Europe, le multiplicateur de monnaie est égal à peu près à 3 parce que on voit que la masse monétaire M1 est égale 3 fois la base monétaire. Donc le montant des dépôts incluant la base monétaire est égal à 3 fois la base monétaire. Voilà. Donc qu'est-ce qui pêche potentiellement dans cette explication numéro 2? Quelques critiques faciles. Eh bien, si on parle de prêt et d'emprunt, ce mécanisme marche jusqu'au moment où les emprunts sont remboursés. Si les emprunts sont remboursés, eh bien effectivement, la personne doit rembourser ce cash, et donc cette création va être en quelque sorte stérilisée, elle va être annulée.
Donc l'effet de multiplicateur est plus faible que ce qu'on a montré, qui est un effet boule de neige, sans compter le fait que les emprunts vont être remboursés. Dans plusieurs pays, on sait que les ratios de réserves requises sont égales à 0. Donc nous avons le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Hong Kong. Dans ce cas-là, comment peut-on mesurer l'effet du multiplicateur? Le multiplicateur étant infini. Quand on fait 1 sur R, 1 sur 0, c'est un montant infini. Donc cette explication ne peut pas vraiment cadrer avec les agrégats monétaires M1 et M2 qu'on trouve dans ces pays. Donc cette explication ne cadre pas trop dans ce sens-là. De plus, peut-être une critique un peu plus forte, un peu plus piquante, c'est celle que, eh bien, pourquoi se focalise-t-on dans la logique de Paul Samuelson, qui est prix Nobel d'économie, l'un des plus fameux, pourquoi se focalise-t-on sur les transferts de cash? Pourquoi n'analyse-t-on pas ce qui se passerait si les banques créaient simplement de la monnaie virtuelle en passation d'écriture comptable sur ordinateur? Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'une banque ne peut pas simplement créer, eh bien, finalement, autant de monnaie qu'elle veut, tout en respectant son ratio de réserve? Donc examinons une situation comme celle-là, potentiellement, un scénario. Donc voyons ce qui se passe. Nous avons une banque Y qui est une banque commerciale. Encore une fois, nous respectons un ratio de réserve 10%. Un apport de 100 € se produit. Bon, comment se produit-il? Là, on va imaginer que c'est un apport un peu différent, que c'est en fait la banque qui, dans ses actifs, a investi de l'argent dans des bons du trésor, des obligations de gouvernement, et qu'elle vend 100 € de ces bons du trésor, de ces obligations gouvernementales, et que donc ça se transforme en cash. Donc elle a 100 € de cash supplémentaire qu'elle peut maintenant octroyer. Elle peut octroyer un prêt. Donc voyons qu'est-ce qu'elle va octroyer comme prêt. Mais finalement, eh bien, elle va créer avec une écriture comptable sur ordinateur, elle va créditer le compte du client numéro 1 de 1000 €, et donc le client va emprunter, s'il le veut bien sûr, 1000 €. De cette façon-là, eh bien, la banque a en quelque sorte utilisé la totalité du dépôt de 100 € pour vraiment démultiplier au maximum sa création monétaire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit que le ratio de réserve requise est respecté. Nous avons 1100 € de cash et 11 000 € sur les comptes. Donc là, la banque a finalement créé complètement par elle-même, par une passation d'écriture comptable, la totalité de ce que le système aurait pu créer selon Samuelson. Sauf que Samuelson avait fait l'hypothèse que les seules façons dont les banques pouvaient transacter les unes avec les autres, c'était avec des transferts de cash. Cette fois-ci, on est sur une écriture comptable. Donc à la fin, la banque a créé 1000 € par écriture comptable. Et donc ce qui fait que ce mécanisme peut marcher, c'est simplement si la banque est capable de créer de la monnaie comme ça à partir de rien, par une écriture comptable, et que cette monnaie, qui est sur le compte de son client, est acceptée par les autres banques comme paiement pour des transactions. Donc c'est la condition sine qua non pour que ce mécanisme puisse marcher. Donc est-ce possible ce mécanisme? Est-ce possible pour une banque privée de créer de la monnaie selon cette logique? Si oui, y a-t-il des limites à la création monétaire faite de cette façon? Et donc, nous allons dire que pour l'instant, c'est une affaire à suivre. Et donc, je vous remercie de votre attention. Merci.